Merci d'être avec nous sur DBS Télévision. C'est une nouvelle édition de SOS Parents qui démarre à l'instant. Bienvenue à tous. La dégradation des mœurs dans notre société va crescendo avec des répercussions qui se font de plus en plus ressentir chez les jeunes, qui multiplient les dérives. Rien que ces derniers jours, plusieurs vidéos obscènes ont circulé sur la toile, des images d'enfants pratiquant des actes sexuels peu recommandables, immoraux, insoutenables. Comment en sommes-nous arrivés là? Si l'origine de ces images reste pour l'heure inconnue, il est plus que jamais nécessaire d'agir et de se poser les bonnes questions. Ce sera en première partie de ce programme. Dans notre rubrique mots d'enfants, gros plan ce soir sur la conjonctivite avec le docteur Ndioya Suleiman. En fin d'émission, nous prendrons le cri de cœur d'un parent. Encore des images d'enfants en pleine pratique sexuelle obscènes partagées comme des petits bouts de pain sur la toile aux grandes dames de nos valeurs africaines, bantoues. Comment en sommes-nous arrivés là? Question ce soir à Monsieur Jean-Patrick Nyem. Bonsoir, Monsieur Nyem. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la bourse internationale de l'excellence du Cameroun. Vous êtes également coach éducatif. C'est bien ça. Le monde est aujourd'hui un village planétaire. Comment en sommes-nous arrivés à de telles dérives observées chez les jeunes? Bon, de prime abord, disons que les réseaux sociaux aujourd'hui nous ont permis de découvrir un peu tout ce qui était caché hier, raison pour laquelle nous pouvons trouver que c'est nouveau. Non, c'est des pratiques qui ne sont pas nouvelles. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de la communication, avec la vulgarisation dans les réseaux sociaux, nous avons tout devant nous. Il peut même arriver que peut-être les images que nous voyons, qu'elles pourraient être récentes, soient des images de 4 ans, soit des images de 10 ans. Mais toujours est-il que c'est aujourd'hui que nous leur avons découvert, donc nous pouvons dire que c'est des nouvelles images. Mais comment est-ce que nous sommes arrivés là? Non. La société de plus en plus est en train d'aller vers la dérive. Les discours sont incompris. Nous avons toutes sortes de compromissions et toutes sortes de pratiques. Sincèrement, des trucs qui nous amènent à se forcer dans des pratiques aussi obscènes qui ne nous servent absolument à rien, mais qui par conséquent détruisent nos sociétés. Nous nous sommes détachés de tout ce que nous avions de plus propre, la culture. Notre culture a complètement disparu. Alors, la seule chose qui peut nous créer une psychose aujourd'hui ne peut qu'être la peur. La peur, elle est due à quoi? Elle est due à tout ce qu'on peut nous présenter tout de suite. Elle n'est pas due à nous-mêmes. Donc, du coup, on va nous laisser croire que nous sommes libres et que nous pouvons tout faire. Récemment, ici, je vous ai parlé un peu du système scolaire qui, à mon avis, aujourd'hui, devrait connaître des ajustements. Genre, on devrait apporter d'autres éléments pour accompagner l'enfant qui va à l'école. Parce qu'en fait, dispenser les enseignements conventionnels tels que c'est fait dans les établissements aujourd'hui ne suffit plus. Ça, il est temps que non seulement le gouvernement, mais que les populations aussi le comprennent. Alors, l'enfant qui va à l'école, est-il éduqué avant d'aller à l'école? Les enseignements qu'il reçoit à l'école sont-ils suffisants pour qu'il devienne l'homme que nous voulons avoir? Voilà autant de questions en fait qu'il faut se poser aujourd'hui, et plein de valeurs en voie de disparition en principe ne permettent plus aujourd'hui qu'on ait exactement des repères. Je vous ai envoyé un message il y a quelques jours où je vous ai signifié que depuis quelque temps on a pris pour modèle les fémans, on a pris pour modèle les fonctionnaires. Alors, si ce n'est que les fémans et les fonctionnaires qui peuvent être un modèle au Cameroun aujourd'hui ou bien dans le monde entier, il est fort évident que face à la flambée du besoin de la facilité, qu'on se retrouve avec des pratiques du genre, parce qu'en fait, il faut le souligner ici,
l'enfant de 8 ans a quelle capacité de savoir que non, on peut aller vers une sorte de pratique sexuelle avec un être humain? Ce n'est pas possible. Par contre, celui qui l'amène là, c'est quelqu'un qui est averti dans une société et qui sait très bien, écoutez, peut-être dans les textes philosophiques, nous les lisons, mais nous n'arrivons pas encore à comprendre comment est-ce que nous pouvons les retraduire. Parce que quand on a fait la philosophie t'apprend quoi? La philosophie t'apprend toi-même. Du moment où tu sais que ton doigt, si tu le pointes à quelqu'un, cette personne pourra devenir X ou Y. Mais écoute, la philosophie t'a appris l'intérêt de ton doigt, mais la philosophie ne t'a pas demandé de mettre cela en pratique. Elle t'a juste averti que voilà ce qui peut arriver si jamais. Maintenant, il reste à toi de voir. Si tu as découvert dedans que voilà, peut-être en faisant une partouze avec les jeunes filles de 8 ans et de 9 ans, ben peut-être ça me remporte beaucoup d'argent. Il y a de quoi que tu vas te livrer à une telle pratique. Maintenant, de l'autre côté, la pauvreté. Ça dit, il faut, si nous voulons construire une société juste, sincèrement, nous avons deux choses. Nous avons la santé, qui premièrement est primordiale. Et à côté de la santé, il y a l'éducation. Quand on a raté les deux là, le reste, ça ne vaut pas la peine. Parce que depuis quand j'entends les gens parler du développement, on parle du développement à gauche, développement à droite. Nous parlons tous du développement infrastructurel. Non, le développement n'est pas infrastructurel. Le professeur John Mollet l'a signifié dans son livre que j'ai eu le temps de parcourir un peu, de la médiocrité à l'excellence. Moi, j'invite les Camerounais à prendre cet ouvrage, à le lire et comprendre réellement quel peut être l'impact de la pauvreté sur notre société que nous voulons émerger à l'horizon 2035. L'émergence que nous voyons tous ici est une émergence des infrastructures. On a conçu des stades, on a conçu les routes, l'Ompanga. On va beau nous vanter tout ce qui se passe là. Mais maintenant, posons-nous la bonne question. Je vous avais rappelé ici que, à l'instant où nous sommes en train de parler, si le type qui était mort de l'autre côté là, comment on l'appelait encore, le jeune président là, burkinabé là, how are you call? Thomas Sankara. C'est aujourd'hui qu'il existe les hommes qui devraient en principe comprendre son discours. À l'époque, quand il prononçait ce discours, non, les hommes ne pouvaient pas comprendre, c'était trop profond. Nous avons été éduqués, aujourd'hui nous pouvons comprendre ce discours, mais malheureusement, les tendances sont de nouveau renversées parce qu'en fait, tel que c'est parti, dans 10 ans, nous aurons les gens qui ne vont pas comprendre notre discours. Et là, nous aurons des problèmes. Nos parents ont la chance. Monsieur Nelson Mandela, il a également dit que l'éducation est la meilleure arme pour changer le monde. Abdul Kadir, il est avec nous ce soir. Bonsoir, Ngoura Abdul Kadir. Bonsoir, Dipoutou. Bonsoir à l'ensemble de nos téléspectateurs. Vous allez bien ce soir? C'est la grande forme. Vous avez fait un reportage sur la dégradation des mœurs dans notre société. C'est un élément que vous avez réalisé avec le concours de Thierry Selanet, Eliane Edene et Ndale Bias. Encore une fois, la toile nous livre un spectacle des plus inattendus. Jeunes filles et garçons, tous élèves s'exhibent à travers les réseaux sociaux par des images et vidéos à caractère obscène. Sextape, sexe en groupe, danse érotique déconseillée pour leur âge laisse sans voix l'opinion publique. C'est lamentable, déplorable en même temps. La première fois que j'ai aperçu une vidéo présentant ces scènes, je peux dire que je me suis beaucoup abstenu pour ne pas pleurer. Des tout petits enfants en train de s'amouracher, même entre même sexe. C'est tout simplement déplorable parce que lorsque les petits enfants ne sont même pas encore pubères et qui se retrouvent avec des smartphones dans la main, automatiquement ils doivent entrer dans certains sites. Le plus inquiétant, le phénomène s'impose dans les établissements scolaires, favorisés le plus souvent par la connexion aux mass médias, premiers à être pointés du doigt comme fauteurs de troubles à chaque fois que les questions de déviance sont évoquées. Un réseau social qu'il faut faire incriminer, c'est ce que ce jeune appelle TikTok. TikTok aujourd'hui qui projette beaucoup de vidéos obscènes et ça crée des idées dans la tête des enfants qui ont envie d'essayer, ils rentrent dans des challenges. Il y a les chaînes télévisées. Des heures où l'enfant va se trouver devant les chaînes, ça leur pousse à visualiser les choses et ils veulent imiter
Les parents ont-ils démissionné de leur rôle d'éducateurs? Les temples du savoir sont-ils en train de devenir des sentiers de la débauche? La jeunesse est-elle livrée à elle-même? Pour beaucoup, la responsabilité est partagée. La première, il faut citer naturellement la démission de certains parents que moi-même je suis, qui ont abandonné leur devoir, qui se contentent seulement de payer la scolarité et qui ne prennent pas le temps de véritablement suivre et faire le travail d'éducation des enfants. Les parents devaient, l'autorité devait chercher à trouver des moyens comment crypter les téléphones avant de remettre aux enfants. À la question de savoir d'où leur viennent ces idées de se livrer à de telles pratiques, le sociologue, lui, voit là des pertes de valeurs morales et éthiques de la société stimulées par la propension des sectes qui ont le vent en poupe dans la place. C'est à l'image de la société tout entière qui semble verser fondamentalement dans l'hérésie et dans les aspects somme toute inhumains, avec la montée des aspects sectaires, avec la propension des sectes. Donc l'homme est dans une sorte de négation. Or, les causes sont en même temps exogènes et endogènes, c'est-à-dire de l'intérieur et de l'extérieur. L'environnement est corrompu, cela ne fait l'ombre d'aucun doute, mais à l'intérieur également, il y a eu un relâchement du suivi au niveau du foyer. Le traitement se trouve dans l'éducation et l'encadrement des adolescents. Cette situation peut être corrigée avec une pédagogie éducative appropriée, avec des outils didactiques idoines et avec une prise de conscience et une volonté politique nette. On peut y arriver. Il suffit juste de replonger dans l'éducation de base parce que tout se passe au niveau de l'éducation de base. L'urgence est donc signalée, d'où la nécessité d'agir au plus vite afin d'éviter que ce fléau n'affecte tous les élèves et ne détruise totalement ceux déjà contaminés par le virus de la dépravation. Les parents sont pour leurs enfants les premiers et les plus importants pédagogues. Mesdames, Messieurs, c'est un rendez-vous que vous devez noter dans votre agenda tous les mercredis à 21h. C'est une plateforme pour vos parents ainsi que pour ceux qui participent au quotidien de nos adolescents. L'ambition est de corriger les mauvais comportements et puis corriger les mauvais comportements et puis consolider les bons. C'était là le reportage de Ngoura Abdul Kadi. Ngoura, la perversion gagne du terrain au sein de la jeunesse. Comment expliquer que ces pratiques soient devenues monnaie courante? Autant à Dipoutou, il faut le dire, ce phénomène est d'une manière ou d'une autre attribué à l'essor de nouvelles technologies de l'information et de la communication, autant les sociétés ou bien la société est également responsable, puisque tout va de la maison à l'école, dans la rue, partout où ces enfants fréquentent. Tenez, par exemple, lors du tournage de ce reportage, on était du côté du lycée Jos de Douala et le premier constat qui a été fait, disons, par un responsable du côté de cet établissement-là, qui nous a entretenus sur ces vidéos qui pullulent la toile, elle nous a dit que la tranche d'âge et ces choses qu'on a vérifiées de ces enfants varient entre 13 et 19 ans. Vous convenez avec moi, c'est l'âge l'âge auquel les enfants ont souvent cette curiosité de se découvrir, de découvrir la sexualité, à quoi ces choses-là se ressemblent. Mais au-delà de cette curiosité, il y a également un autre problème. Aujourd'hui, dans la société, on a des personnes tapis dans l'ombre, on va le dire ainsi, et qui sont sans foi ni loi, qui encouragent ces enfants, comme le monsieur a dit, encouragent ces enfants à aller dans ce sens, à les inviter à s'exhiber sur les réseaux sociaux de cette façon-là. Mais à quelle fin? Pour qu'ils profitent, à qui profite, disons, le crime? Ces vidéos que ces enfants tournent et qui pullulent les réseaux sociaux sont parfois utilisées à des fins, disons, économiques, parce que des individus tapis dans l'ombre utilisent encore ces images-là pour alimenter des sites pornographiques qui rapportent beaucoup d'argent, mais que beaucoup y va peut-être juste pour regarder. Et du coup, c'est l'ensemble de la société qui prend sérieusement un coup là. Il y a également la perte des valeurs, que ce soit des valeurs morales, des valeurs éthiques.
valeurs religieuses. Voilà, pourquoi pas. Donc, il y a également cette perte des valeurs-là qui a gagné la société. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec ces images qui n'encouragent personne, qui n'honorent pas la société africaine. Vous avez dit que nous sommes des Bantous et on va également ajouter à cela que ce sont des phénomènes qu'on avait l'habitude de voir ailleurs, pour ceux qui s'intéressent souvent à ce genre de questions-là. Mais aujourd'hui, ça court les rues, comme du petit pain. Vous avez rencontré plusieurs acteurs de l'éducation, on l'a vu tout à l'heure. Quelle est leur attitude hors caméra? C'est la déception. Ils sont tous exaspérés par ce qu'ils voient, ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Mais seulement, tous imputent ce phénomène-là au téléphone, dans la nouvelle technologie. Aujourd'hui, vous allez voir un enfant de 9 ans qui a entre ses mains un téléphone Android qui lui permet souvent d'aller sur certains sites. Et ces sites qui sont non contrôlés, vous allez voir des jeunes à qui on remet des tas de choses qui n'ont pas encore la maturité, qui n'ont pas été réellement sensibilisés sur l'utilisation réelle de la chose, qui ont entre leurs mains cette arme-là, puisqu'il y a lieu de souligner que le téléphone aujourd'hui, c'est une véritable arme qu'on a laissée entre les mains de la jeunesse. Et il y a également ces responsables, ces parents qu'on a également eu à rencontrer dans la rue, qui du moins font leur mea culpa, qui acceptent quand même que les parents ont démissionné de leur rôle aujourd'hui. Ils ont abandonné la charge complètement aux enseignants. Tous, souvent, se lèvent le matin. Nous sommes à la recherche du pain quotidien. On envoie l'enfant à l'école. L'enfant part à l'école le matin. Il rentre souvent à 15 heures ou bien au-delà. Le parent ne prend pas la peine de vérifier qu'est-ce que l'enfant a fait à l'école. S'il était même véritablement à l'école. Voilà, tout est dit. S'il était véritablement à l'école. Et c'est autant de choses. Il y a également l'absence du modèle social aujourd'hui dans notre société. La même dame qu'on a rencontrée du côté du lycée Jos de Douala nous a fait comprendre qu'elle s'est amusée un jour dans sa salle de classe à demander à ses élèves, bon, plus tard, que souhaiteriez-vous devenir? Donc les enfants devaient proposer leurs modèles sociaux à travers, disons, un papier et remettre ça à l'enseignant. L'enseignant dit qu'il tombe de nu parce que il se rend compte que ce sont des personnages qui incarnent souvent des rôles qui sont antisociaux que ces enfants prennent comme modèle. On a parlé ici des Feman, on a parlé ici, disons, des acteurs, juste, c'est vrai que ce sont des telenovelas, autant de choses, mais l'enfant n'a pas encore la capacité de comprendre que non, c'est le rôle, ce qu'il voit à la télé, c'est juste un rôle que l'acteur est en train d'incarner. Ce n'est pas la réalité. Mais tout jeune, on copie, disons, inconsciemment toutes ces choses-là. Et il y a également quelques responsables qui ont ajouté à ce sujet-là qu'il y a aujourd'hui une nécessité d'introduire des nouvelles matières ou bien des modules capables d'accompagner ces enfants-là. Il faut comprendre que la société se transforme au jour le jour. Ils ont parlé de la psychologie, par exemple. La psychologie à l'école a aujourd'hui sa véritable place parce qu'on comprend que la société est en train d'aller dans tous les sens. On est en train de perdre nos réalités. Donc, dans l'ensemble, voilà ce qu'on pouvait dire après un tour sur le terrain. Merci Abdul Kadir. Avec votre plume, vous avez planté le décor de cette émission. On vous dit à très bientôt. À très bientôt, Adi, et bonne suite de l'émission. Merci Abdul Kadir. Monsieur Niem, on a suivi les parents. On pointe tout le temps les réseaux sociaux, les smartphones. Est-ce que tout est à mettre au compte des réseaux sociaux et des smartphones? Non, je ne dirais pas que... Non, moi je n'accepte pas. J'ai toujours une référence quand il faut aborder ce sujet. À l'époque, au Cameroun, nous avions un ministère appelé ministère de l'Éducation nationale, qui prenait en compte le volet éducatif et le volet enseignement. Ce ministère a explosé depuis plusieurs années. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore expliqué aux Camerounais où sont allés ces partis. Alors, dans le référentiel national de l'éducation civique et de l'intégration nationale,
élaboré par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, redistribué aux jeunes en 2014, le ministère de la Jeunesse, du moins les acteurs, les cadres du ministère, ont pris la peine d'expliquer la différence qui existe entre les enseignements et l'éducation. Je pense que c'est le moment de rappeler aux parents que ce ministère qui avait explosé, l'une de ses parties se retrouve aujourd'hui dans le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. À partir de là, nous devons comprendre que les chefs d'établissement qui s'avisent à refuser de nous recevoir aujourd'hui dans leur établissement disant que nous ne relevons pas des enseignements secondaires, ils ont tort. Parce qu'en fait, un coach, un assistant, un psychologue, un assistant psychologique qui arrive aujourd'hui dans un établissement scolaire pour s'adresser aux jeunes apporte une valeur ajoutée à l'éducation de ces enfants. Beaucoup plus dans les établissements privés. Là-bas, vous arrivez même, on vous dit carrément qu'on ne vous reçoit pas. Mais, en grande pâture, c'est dans ces établissements que de telles pratiques sont logées ou viennent. Parce qu'il faut souligner ici que le fils du pauvre, qui en principe n'a pas droit, n'a pas l'accès à Internet ni à un smartphone, découvrira difficilement ces pratiques. Alors, une fois qu'il s'est mis ensemble avec un ami d'un lycée, d'un collège quelconque où le parent a les moyens faciles d'offrir X ou Y, ça devient une affaire commune. Et voilà comment l'unicité réagit à l'école. Donc, pour clôturer un peu à cet endroit, je reviens aujourd'hui à dire que, chers parents, vous avez du travail. L'éducation de votre enfant commence par vous-même avant que celui-ci n'aille à l'école. À l'école, il s'en va recevoir des enseignements lesquels devront l'accompagner dans son processus professionnel dans l'avenir. Mais quant à son éducation, c'est vous. D'où cessez de croire que parce que vous donnez 10 000 d'argent de beignet à un enfant qui voudrait que vous vous occupiez de lui, jamais. Prenez 1 heure de temps chaque jour pour discuter avec votre enfant. Cela semblerait plus nécessaire que d'offrir un paquet d'argent à cet enfant chaque jour pour qu'il aille à l'école. Participez de manière efficace à l'éducation de vos enfants. En psychologie, l'on nous l'a appris. L'enfant n'apprend pas par ce qu'on lui dit, mais par ce qu'il voit. Vos actes à la maison comptent pour beaucoup. Nous avons eu beaucoup de cas où les enfants ont été traumatisés parce que papa et maman ne s'entendent pas, parce que papa et maman bagarrent, parce que papa est de l'autre côté, maman est de l'autre côté. L'enfant devient un chanteur. Faites très attention. Notre deuxième invitée nous a rejoint, Madame Micheline Samet. Bonsoir. Bonsoir Adi, bonsoir Monsieur Nguyen. Bonsoir Madame. Bonsoir chers téléspectateurs. Vous êtes enseignante, assistante de direction, juriste, coach certifiée, autrice, formatrice et conférencière. C'est pour mieux vous servir. Nos cultures bantou coach adossées à la morale nous éloignent de cette déviance qui malheureusement gagne du terrain et touche la frange de la population la plus sensible, c'est-à-dire les enfants. Quels sont les facteurs qui fragilisent ainsi et hypothèquent nos mœurs? Bon, on l'a dit dans le reportage, M. Nguyen l'a très bien expliqué aussi. C'est des choses que nous vivons au quotidien. Ici, il ne s'agit que des rappels. Nous tous savons que les valeurs foutent le camp, les choses ne sont plus comme ça se passe avant. Mais ce qui me frappe le plus, c'est le manque d'implication des enfants. C'est vrai que c'est un signe des temps. Parce que ce qui est certain, c'est que ce que nous voyons aujourd'hui, en réalité, c'est la tête de l'iceberg. C'est des choses, ça a été dit ici, c'est des pratiques qui se font depuis longtemps, mais aujourd'hui, ça se fait voir. Bon, peut-être aujourd'hui, il y a de plus en plus d'enfants qui s'y adonnent. On verra dans la suite tout à l'heure pourquoi c'est comme ça. Mais la première des choses, c'est que les parents s'impliquent de moins en moins.
ce n'est pas aujourd'hui que les enfants ont un sexe. Ce n'est pas aujourd'hui que les enfants sont des adolescents. C'est pas aujourd'hui que les enfants ressentent des pulsions sexuelles. Nous-mêmes, l'âge que les enfants ont aujourd'hui, nous-mêmes, nous avons eu cet âge. Pourquoi on ne faisait pas ça? D'où vient-il qu'aujourd'hui, les enfants soient assez courageux pour aller faire des pratiques sexuelles et se faire filmer et avoir le courage, eux-mêmes, les acteurs, de mettre ça sur les réseaux sociaux? Donc, il y a un problème. Et le grand problème que moi, je vois, c'est d'abord le problème du parent. Parce que c'est le parent le premier encadreur de son enfant. Si l'enfant réussit, quand l'enfant se comporte bien, on demande avec admiration, mais qui a cet enfant? C'est tout à fait normal que lorsque l'enfant se comporte aussi mal, qu'on dise, mais qui a cet enfant? Il devenait comme ça. Ses parents étaient où? Donc, il y a vraiment un problème. Les parents sont vraiment interpellés. Oui, il y a les médias. Attendez, c'est les parents qui contrôlent ça. Oui, il y a le téléphone. C'est les parents qui achètent le téléphone à l'enfant. Oui, les enfants s'enfoncent dans les comptes valeurs parce que les tenues sont n'importe comment. Même quand ce n'est pas vous, les parents, qui avez acheté cette tenue, on porte ça à la maison. Vous voyez cette tenue, qu'est-ce que vous faites? Donc, pour moi, les parents ont un très, très grand rôle à jouer. Coach, est-ce que cette inattention des parents, cette démission des parents n'a pas laissé le champ aux prédateurs sexuels? On peut imaginer, si c'était vous le prédateur sexuel, on vous demandait d'attraper un enfant, vous auriez attrapé qui? L'enfant qui est à côté de ses parents, à côté de son père et sa mère? Jamais. Vous auriez toujours cherché l'enfant qui est seul, peut-être le père aller au travail ou tout ce que vous voulez, et puis l'enfant est peut-être en train de marcher pour rentrer à la maison, l'enfant est en train de jouer dans un coin reculé avec ses amis. C'est ce genre d'enfant qu'on aurait pris. Donc c'est tout à fait normal que si le parent n'est pas à côté de son enfant, que directement l'enfant devienne une proie facile pour les prédateurs sexuels. Maintenant, il faut dire à la décharge des parents, dont je fais partie, qu'on n'a pas le don d'ubiquité. Donc, c'est tout à fait normal qu'on ne puisse pas être en même temps au travail, en même temps à côté de nos enfants. On ne va pas être des gardes-corps de nos enfants. Donc, de ce point de vue, il faut qu'on trouve quel est l'équilibre qu'il faut avoir. Et le premier équilibre que je propose, c'est vrai qu'on n'est pas encore dans les solutions, le premier équilibre que je propose quand même, c'est que les parents arment leurs enfants. Vous savez, lorsqu'on va à la guerre, on essaye de jauger un peu son ennemi et on ajuste nos armes à la hauteur de l'ennemi qu'on a en face. Ça veut dire que vous, les parents, si vous savez que votre enfant aura à gérer les dépravations sexuelles, est-ce que ce n'est pas mieux vous-même de prendre de l'avance et de commencer l'éducation sexuelle à la maison? On va en parler tout à l'heure dans ce Coach, je voulais en venir. On voit que les enfants ont un attrait pour le sexe. Est-ce qu'ils n'ont pas une idée un peu faussée de cette pratique? Oui, c'est sûr, mais ça part d'une base qui est vraie. Vous comprenez? Ça part d'une base qui est vraie. Je dis toujours que l'amour est normal, l'amour est humain. L'attrait sexuel, l'instinct sexuel est tout à fait normal. Si quelqu'un n'a pas l'instinct sexuel, c'est qu'il est anormal. Parce que lorsque vous avez cet instinct sexuel, ça montre que vous avez en vous la capacité de vous reproduire, donc de perpétuer l'espèce humaine. Donc on ne peut pas chercher à absolument éteindre cet instinct. On ne peut pas chercher absolument à tuer cet instinct parce qu'on serait en train d'arrêter la survie de l'espèce humaine. Maintenant, il y a un équilibre qu'il faut avoir parce que lorsque l'enfant grandit, devient adolescent, cet instinct sexuel se met en place, vous comprenez? Il commence à être conscient qu'il a un sexe et qu'il a une fonction autre que d'uriner, la fonction de base que tous les enfants connaissent. Il commence à être conscient de ça et il commence à avoir envie de l'utiliser. Jusque-là, c'est tout à fait normal que l'enfant ait envie d'utiliser son sexe. Maintenant, comment l'utiliser? Nous, les parents, on entre dans une fausse pudeur qui fait que on n'explique pas à l'enfant comment utiliser son sexe. Mais comme c'est un phénomène tout à fait normal, il finira par l'utiliser, mais d'une façon qu'on ne contrôle pas. Donc, si le parent est assez courageux, je ne sais pas si ça demande du courage, si le parent est assez courageux pour expliquer à l'enfant que d'abord, l'instinct sexuel qu'il a est tout à fait normal, l'attrait sexuel, l'envie de faire l'amour est tout à fait normal. Mais qu'il lui montre comment contrôler ça, il y a des chances qu'on n'arrive pas à certaines dérives. Maintenant, oui, l'enfant qui n'a pas été formé par son parent et qui va en classe, qui voit les enfants qui se déshabillent dans un coin parce que l'enseignant n'est pas venu et qui se mettent à se caresser, l'attrait de l'interdit, l'envie de la découverte fait que l'enfant a envie d'aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Il arrive, il voit comment on déshabille les gens, comment on caresse les seins, ainsi de suite. Rappelez-vous qu'on a en face de nous un enfant qui commence à avoir un instinct sexuel qui s'éveille. Donc, juste le fait de voir comment on caresse une autre personne, ça éveille en lui l'instinct sexuel. Donc, s'il n'est pas assez outillé, s'il n'est pas assez formé, l'envie de découverte fait qu'il veut savoir qu'est-ce qu'on ressent. Parce que jusque-là, il imaginait seulement, voilà comment de fil en aiguille, il se retrouve pris dans un processus, dans un engrenage où ça devient difficile de quitter.
Monsieur Niam, Coach le soulignait tout à l'heure l'effet de groupe. Est-ce que ce n'est pas ça qui importe nos enfants aujourd'hui? Comment contrôler l'enfant? Comment gérer la communication entre l'enfant et ce que l'enfant reçoit dans son environnement? Oui, madame, c'est à ce niveau où je vous ai expliqué que l'unicité des enfants à l'école, en principe, crée beaucoup de choses. En exemple, nous sommes seulement peut-être sur le plan sexuel, il y en a plein d'autres. Il y a la consommation de drogue, il y a la consommation de l'alcool. Moi, je me souviens d'une histoire que les enfants m'ont racontée quelque part. Les gars te disent carrément, ben voilà, tel jour, nous nous retrouvons tous à tel endroit. Ils ont un thermos. Dans ce thermos, chacun verse ce qu'il apporte. C'est-à-dire, pendant que nous devons nous retrouver là, elle peut acheter une boisson à caractère. Peut-être, toi c'est de l'eau, l'autre peut-être c'est du whisky, l'autre sont des sachets, l'autre c'est l'odontol. Donc, au fur et à mesure, ils arrivent. L'essentiel est que, à l'intérieur, que chacun mette quelque chose. Et juste après, on referme, on secoue, on a le mélange et ça commence à se consommer de partout. Alors, l'unicité des enfants à l'école, le parent devrait travailler à cet endroit. Chaque parent devait être capable de pouvoir éduquer son enfant à savoir, premièrement, ce qu'il va chercher à l'école, pourquoi il y va, comment se comporter face aux camarades et aux autres. Parce qu'en fait, madame le soulignait tout de suite. Madame, vous êtes d'accord avec moi qu'à l'époque, puisque nous disons toujours, moi je vous dis, ces faits ne sont pas nouveaux. À l'époque, on a beaucoup de filles qui ont conçu à l'école, pas parce qu'elles voulaient, mais par suivisme. Suivez une jeune fille aujourd'hui qui va vous dire que, ben, écoutez, j'avais perdu ma virginité parce que j'ai eu à entendre mes camarades parler de quelque chose, parler de quelque chose, parler de quelque chose. Je vais vous conter une petite histoire. Peut-être la dame est en train de nous suivre. Elle fut mon censeur dans l'un des lycées où j'ai fréquenté. J'en ai fait 2. Mais je ne donne pas le nom ici, ça va indiquer quelque chose. Cette dame avait 17 ans de mariage, 5 enfants. Elle ne connaissait pas qu'une femme juive. Elle ne savait pas ce que c'est que l'orgasme. Mais dans les causeries des femmes, dans les salons de coiffure, elle entendait quelque chose qu'elle n'a jamais connu. Et quand elle s'est mise à la recherche, le jour qu'elle avait découvert cela, son foyer s'était allé en branle. Puisqu'à la fin, elle a divorcé. Donc, l'envie de découvrir. On a un enfant, quand nous vous disons aujourd'hui que le caractère de l'enfant ne se forme pas à 18 ans et à 20 ans. Cet enfant, un jour, a eu 8 ans. Il a eu 9 ans. Il a eu 10 ans. Chers parents, cessez de croire qu'à cet âge-là, les enfants ne comprennent rien. Vous vous trompez. Mettez-vous à l'éducation de toutes sortes, de toutes formes, dès 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. L'enfant est encore accessible. À partir de 13 ans, il s'est déjà focalisé, il a déjà son chemin. Tout ce que tu viens lui dire là, bon, il prend ça comme ça. Mais, avant cet âge, tu es son maître. Tu es son maître, ça veut dire que tes actions, tes paroles sont pour lui les paroles d'honneur, sont pour lui une richesse. Et du moment où il comprend encore que c'est une richesse, il comprend et il s'adapte. Monsieur Niam, face à ce monde moderne qui nous offre beaucoup d'artifices, comment concilier nos enfants avec nos valeurs africaines, avec nos mœurs africaines? Ça commence à devenir de plus en plus difficile du moment où des repères de ces valeurs africaines ont disparu et que nous avons laissé le champ aux valeurs occidentales. Mais néanmoins, les quelques qui nous restent, je pense que si on se mettait au travail aujourd'hui, nous pourrons avoir la possibilité de les capitaliser. Nous avons encore quand même quelques chefs traditionnels. Nous avons encore des gardiens de la tradition dans nos tribus qui, en principe, devraient être aujourd'hui des foyers de culture, de bonnes mœurs, de civisme et de l'éthique. Nous en avons.
Mais maintenant, voilà un autre problème qui se pose. Combien d'entre nous envoyons même seulement les enfants en vacances au village? Combien de nos enfants arrivent seulement à dire 1 ou 2 mots en langue maternelle? Vous êtes aujourd'hui, l'unicité a fait à ce que nous sommes dans la maison. Bon, je suis Bassa, j'ai épousé une fille banane. Du coup, ça devient un problème. L'enfant s'exprime en quoi? En français. Tu es quoi? Il ne va même pas te dire. D'où, je vais insister. Bon, peut-être nous ne sommes pas encore sur les propositions. Nous sommes déjà sur les propositions de solutions. Bon, personnellement, Niam Jean-Patrick, madame, depuis 2014, j'ai fait le tour des établissements scolaires du Cameroun et j'ai compris que le mal peut être sauvé. Et pour qu'il soit sauvé, à notre niveau, nous avons proposé aujourd'hui une structure d'encadrement et de prévention à tous ces risques. Donc, le coaching pédagogique. Dans le cadre du coaching pédagogique, ce n'est rien d'autre qu'une assistance psychologique à ces adolescents qui, au sujet lesquels ils ne peuvent partager avec leurs parents, avec nous, ils les partagent aisément. Donc, je pense que c'est une proposition de solution laquelle j'invite le gouvernement à regarder de manière très optimale et voyons dans quelle mesure est-ce que cela peut être implémenté directement dans nos programmes scolaires et que les hommes soient formés hein, pour pouvoir remédier à cette situation. Parce qu'en fait, au niveau du programme, par exemple, nous on encadre 1000 jeunes par an. On ne peut pas faire plus que ça. Mais vous êtes d'accord avec moi que 1000 jeunes par an, ça ne représente même pas 0,0 quelque chose sur la quantité d'élèves que nous pourrons avoir aujourd'hui. Mais néanmoins, nous disons que dans le cadre du programme, si on a pris un enfant aujourd'hui en 6e et que nous allions avec lui au moins jusqu'en classe de 3e, nous sommes sûrs qu'en classe de seconde, il devient un modèle à suivre dans son établissement. Parce qu'en fait, voilà l'une des choses qui ont disparu aujourd'hui. Quand on arrivait au lycée, on vous pointait du doigt que le grand que vous voyez là-bas, si vous écoutez ce qu'il vous dit, vous allez réussir dans cet établissement. Et bien évidemment, c'était fait. La preuve en est, nous sommes là aujourd'hui. Coach, dans ces solutions, vous avez parlé des tabous. Et ça dit que les parents doivent désormais briser tous les tabous au niveau, en ce qui concerne le sexe avec les enfants, surtout les adolescents. Vous savez, nous sommes en guerre, vous comprenez? Nous sommes en guerre pour rattraper nos enfants. Et à ce niveau, tous les coups sont permis. Qu'est-ce que vous appelez tabou? Pendant que vous êtes en train d'appeler tabou, votre enfant filme ses propres ébats sexuels, met ça sur les réseaux sociaux, vous me parlez de tabou? Qu'est-ce que vous appelez encore tabou? D'accord, on ne va pas devenir les animaux, mais nous devons nous mettre à la hauteur de la guerre dans laquelle nous sommes. Vous comprenez? Ça veut dire que faites attention à ce que vous dites à vos enfants. Pendant que vous êtes en train de vous cacher, pendant que vous essayez d'utiliser les mots doux, ils connaissent 5 fois plus que ça. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne disent rien à la maison. Donc, chers parents, je vous en prie, arrêtons, je ne sais pas si je vais appeler ça l'hypocrisie, rattrapons nos enfants. Vous comprenez? Même si vraiment vos enfants ne savent rien, ce dont je doute, du fait qu'ils soient au quotidien, aux enfants qui parlent des patouses et d'autres mots encore plus durs que je ne peux pas dire ici, ça montre qu'ils ont besoin d'assistance. Donc oui, vous les parents, vous avez besoin vous-même d'assistance pour savoir comment vous mettre au niveau de l'adversaire. Comment former vos enfants, comment parler à vos enfants pour qu'ils comprennent. La première des choses que vous devez faire, vous-même les parents, c'est de montrer l'exemple. Vous baladez chez vous en petite tenue. Quel poids vous donnez au sexe? Quel poids vous donnez à la sexualité chez vous? Si c'est quelque chose de banal, si vous-même vous êtes toujours en train de faire les blagues sur les fesses, sur les sexes, sur les seins, devant les enfants, à l'école, ils vont continuer ça. Quel est l'exemple que vous donnez? C'est la première des choses que je veux vous proposer. Une autre chose que je veux vous proposer, c'est de veiller à la compagnie de vos enfants. Arrêtez un peu les novellas. Où se trouve l'enfant pendant que vous êtes en train de regarder les novellas? Contrôlez les compagnies de vos enfants. C'est vrai, l'enfant peut aller à un endroit. Lorsque vous lui posez la question, il dit qu'il était à un autre endroit. Oui, ça peut arriver. Mais si vous veillez, il dira ça au moins 2 fois au lieu de 5 fois. Impliquez-vous dans l'éducation de vos enfants. Je vous en prie, l'heure est grave. Vous savez, moi je dis toujours que si chaque parent éduque bien son enfant, c'est toute la société qui gagne. Pour que toute la société gagne, il faut que vous éduquez bien vos enfants. Pendant que moi aussi, je suis en train d'éduquer mes enfants. Donc, il y a un effort commun que tous les parents doivent faire. Oui, le gouvernement doit prendre en charge. Oui, les provisions, ainsi de suite. Et comme ils ne font donc pas, on fait quoi? Vous perdez donc votre enfant.
Si vous perdez votre enfant, il entre juste dans les statistiques, la vie continue. Finalement, qui a perdu? Donc, je vous en prie, soyez conscients des enjeux. L'heure est grave avec l'histoire de sexualité et on ne doit plus blaguer. Coach, dans les images, on voit aussi une banalisation de l'acte sexuel. Comment est-ce que les parents doivent apprendre aux enfants à respecter leur corps, à respecter leur sexe, leur nudité? Oui, ça commence dans les actions au quotidien. Mes amis, recommencez à donner de la valeur à la pudeur chez vous. Vous comprenez? Exemple tout simple. N'entrez plus dans la chambre de votre enfant sans frapper. Recommencez à lui apprendre les basiques. Frappez à la porte, arrêtez-vous là et attendez qui vous demande d'entrer. Lorsqu'il fait chaud, par exemple, l'enfant sort en petite tenue, c'est le garçon, peut-être il sort torse nu, c'est un exemple que je prends. Ou alors la jeune fille, elle sort avec un tout petit démembré qui couvre à peine le bout de ses seins. Mes amis, renvoyez-la s'habiller correctement. Elle va dire non, il fait chaud, ainsi de suite. Dites-lui non, on ne doit pas voir ta nudité, ça c'est dans la chambre. Renvoyez l'enfant, donc apprenez, mettez une certaine rigueur dans votre maison. Vous comprenez? Ça, c'est les basiques que vous devez commencer à faire. Maintenant, comment vous vous comportez lorsque les enfants font des blagues à caractère sexuel? Est-ce que vous les accompagnez là-dedans ou alors vous fermez votre visage? Est-ce que vous leur donnez l'impression que lorsqu'ils veulent parler de ça, il faut qu'ils aillent se cacher? Parce que dans cette maison, c'est le genre de choses qui ne passent pas. Montrez par vos actions que vous ne cautionnez pas ça. Vous comprenez? Comme ça, les enfants, même si à l'école, ils voient faire ça, ils sauront quand même qu'il y a une retenue qu'il faut avoir parce que c'est ces enfants qui font mal. Si vous faites un large sourire parce que vous avez vu les formes d'une femme et vous le faites devant vos enfants, lorsqu'ils vont arriver à l'école, ils vont faire la même chose. Ils savent que c'est permis, ils vont se mettre à rire. Mais si vous fermez votre visage, même s'il leur arrive de rire, je vous en prie, ils vont se cacher pour leur faire parce qu'il y a une limite que vous avez mis même dans leur subconscient. Donc, c'est des choses que vous devez avoir. La dernière chose que je veux conseiller, c'est d'avoir des valeurs dans votre maison et de vivre ça. Vous comprenez? Si par exemple, c'est l'excellence, je dis n'importe quoi, si l'une des valeurs dans votre maison, c'est l'excellence, pourquoi vous permettez qu'on fasse les blagues sexuelles chez vous? Si une valeur, c'est l'excellence, pourquoi vous permettez que l'enfant marche avec une tenue courte, transparente, moulante, ainsi de suite? Pourquoi vous permettez ça chez vous? Moi, lorsque j'étais enfant, je reconnais, ce n'est pas la même époque. Mais si il nous arrivait de porter une pareille tenue, c'est sur nous que ma mère venait découper ça. C'est sur nous. Donc, elle agissait avec les actions avant même de dire non, il ne faut pas porter quelque chose comme ça. Vous, quand votre enfant porte ça, vous appréciez ses formes. Qu'est-ce que vous êtes en train de lui dire? Donc, ayez déjà des valeurs, vivez ces valeurs dans votre maison pour que votre enfant sente que ce qui se fait ailleurs, c'est ça qui est mauvais. Si vous ne le faites pas, ils vont penser que ce qui se fait ailleurs, c'est ça qui est bon et puis ils vont continuer et c'est dommage. Et c'est bien dit, coach, pour arriver à gagner ce combat, chaque parent doit retrousser les manches pour une synergie d'action. Nous allons parler d'autre chose à présent. C'est le moment de notre rubrique mots d'enfant. Ce soir, on s'intéresse à la conjonctivite avec le pédiatre Ndoya Suleiman. C'est une inflammation de la conjonctive. C'est la conjonctive qui couvre la partie blanche. La conjonctive, c'est la couche qui couvre la partie blanche de l'œil. Elle peut être allergique, la conjonctivite, comme elle peut être virale ou bactérienne. Voilà, c'est ça la conjonctivite. Ça peut dire une poussière, ça peut dire un problème, ça peut être un truc. L'enfant s'égale les yeux, ça larmoie. On prend une conjonctivite. Maintenant, il peut arriver que dans une autre conjonctivite qui peut être bactérienne, il y a des mucosités sales, jaunâtres, qui sortent dans le coin de l'œil. C'est jaunâtre et puis ça colle les yeux le matin. C'est un peu, on sent ces jaunâtres. On parle vraiment d'une conjonctivite peut être bactérienne ou bien peut être virale. Avant qu'ils prennent les motos, avec les moteurs, les enfants qui ne sont pas protégés, la poussée, tout ça, un nouveau-né, un enfant à la moto, il a cette poussée-là qui a dans les yeux, ça peut provoquer une conjonctivite. Et si c'est une conjonctivite, et généralement la conjonctivite se transforme aussi, quand généralement aussi la conjonctivite peut être due à une bactérie. Parce que c'est une conjonctivite néonatale, c'est-à-dire qu'une ophtalmie néonatale, l'enfant qui naît à la conjonctivite, ça peut être dû au fait que l'enfant soit infecté étant dans l'utérus, dans le ventre de sa maman, et puis il a porté son infection. Il sort avec, après l'enfant, les blancs de la mère pendant les goudis prénatales n'étaient pas très satisfaisants. Et puis l'enfant s'est fait là, et quand il sort pendant l'accouchement, il s'infecte pendant l'accouchement. Et là, il fait une ophtalmie néonatale. Voilà, je pense c'est ça.
on constate que l'enfant a les yeux rouges, qu'il larmoie, qu'il se gâte les yeux qui sont ça chaque matin quand il se réveille. Ça peut être que les yeux peuvent être rouges parce que l'enfant a fait une conjonctivite virale. C'est en allant à l'hôpital maintenant qu'on pourra poser le diagnostic d'infection, une conjonctivite qui peut être allergique, virale ou bactérienne. Et la prise en charge est très simple. Quand on arrive à l'hôpital, on consulte. Si c'est le pédiatre, il peut voir et prescrire ce qu'il faut pour que l'enfant puisse aller mieux. Maintenant, s'il trouve que ce n'est pas à son niveau, il va réfléchir chez un médecin ophtalmologiste qui va voir la cause de cette maladie-là et faire le soin adéquat. Le soin adéquat par rapport à cette conjonctivite. On disait souvent la polo. On disait mettre un peu de sel, un peu de l'eau tiède, pas chaude, l'eau tiède vraiment très tiède là. Et puis un peu de l'eau salée, on sent c'est pas trop salé, juste un peu de sel, on lavait les yeux. Pour ce qu'on faisait, à l'époque, on dit qu'Apollo 12, on est à l'Apollo parce que les yeux étaient rouges. Donc ce que les gens faisaient, on lavait les yeux avec de l'eau salée, et puis généralement ça aidait. On peut faire laver les yeux salés, mais surtout, il faut aller à l'hôpital. Il faut aller à l'hôpital consulter le médecin pour qu'il fasse la bonne prise en charge. Même si vous allez laver les yeux à la maison, il faut aller à l'hôpital. Parce que pas tout le monde pourra te faire de l'eau salée à la maison et bien faire la concentration de sel dans l'eau et tout ça. Et on peut plus saler l'eau qu'il n'en faut, puis ça porte d'autres complications. La meilleure des choses, c'est d'aller à l'hôpital. On pourra prescrire de l'eau salée de l'hôpital, c'est là pour laver les yeux et puis gérer l'enfant, gérer le boubou du tout petit. C'était là notre rubrique mots d'enfant. Place à présent au cri de cœur. Ce soir, c'est un parent désemparé qui nous a écrit. Je vais tout de suite vous lire sa correspondance. Bonsoir Madame Poutou, bonsoir aux experts sur le plateau. Je suis Madame Siété, mère de 4 enfants. J'ai un problème avec ma fille aînée qui me tracasse. Elle a 16 ans et c'est une fille calme et posée, tout comme les adolescentes de son âge. Elle aime s'amuser avec ses amis. Sauf que récemment, j'ai constaté qu'elle a un attrait illimité pour une célébrité américaine dont je préfère taire le nom. Elle parle toujours d'elle, fait des recherches sur sa vie privée à longueur de journée, l'idolâtre. Pour elle, c'est un véritable modèle. Elle mime toutes ses chansons, le pire, elle veut se coiffer et s'habiller comme elle. Ma fille découpe ses posters pour les coller sur ses cahiers. Elle raffole de ses vidéos et ça devient contagieux à la maison. Ses cadettes en parlent aussi très souvent. Au début, je pensais que c'était juste de l'admiration, mais j'ai le sentiment que ça devient une obsession. Aidez-moi à comprendre, j'avoue, je ne suis pas une fanatique. Ça m'écoeure de voir ma fille vouloir s'identifier à quelqu'un qui vit sous d'autres cieux, dans un contexte totalement différent du nôtre. Aidez-moi à mieux comprendre et à agir à temps. Je ne veux pas perdre mon enfant. Merci pour cette plateforme que vous donnez aux parents. Voilà, Monsieur Niem, c'est le cri de cœur d'une maman. Quel est votre premier commentaire après avoir suivi ce cri de cœur? Oui, je vois une maman avertie, je vois une maman pleine de peur, mais non, madame, n'ayez pas peur. Accompagnez votre enfant. Entrez dans son jeu. Regardez, elle aime quelqu'un, c'est une star. Comme vous l'avez dit, ça veut dire que quelque part nous pouvons souligner que c'est quelqu'un qui a réussi dans sa vie. Alors, tout le monde, chacun d'entre nous aimerait bien avoir pour modèle quelqu'un qui a réussi. Mais maintenant, il y a un problème d'encadrement. Ne la frustrez surtout pas. Essayez de comprendre au maximum quelles peuvent être ses motivations. Et si vous avez une possibilité, créez des histoires similaires à ce personnage. Discutez avec votre fille du pour et du contre. Présentez à votre fille le côté négatif qu'elle ne voit pas en ce star. Consolidez le côté positif qu'elle aperçoit et essayez de l'orienter, essayez de discuter avec elle, causez profondément avec elle sur ce sujet. Ne le négligez pas. Peut-être c'est sa passion. Peut-être qu'elle est en train de s'identifier à quelque chose. Alors, accompagnez votre fille dans son processus.
Et pourquoi aller chercher si loin, monsieur Niem, un modèle qui vit de l'autre côté, qu'elle ne rencontrera peut-être jamais, on ne sait pas. Vous avez dit c'est seulement un modèle, non? Moi qui vous parle là, je suis en veste. Mais est-ce que vous savez comment je porte cette veste? La personne qui m'a habitué dans la vie-ci, que pour être mieux vu, pour passer quelque part, il faut être en veste, il faut être bien mis, ne connaît même pas mon existence. C'est vrai, c'est un Camerounais, d'ailleurs c'est un journaliste. Je l'ai toujours, je le vois toujours dans les plateaux de télévision. Je l'admire. Mais je l'admire depuis que je vais au lycée et je comprends que bien s'habiller porte ses fruits. Et c'est vrai, moi je suis toujours bien mis. Et parce que je suis toujours bien mis, il arrive des moments où je suis en route, en train de stopper mon bus pour venir à Douala. Je vois un monsieur qui gare et dit, bon, ok, je suis seul dans ma voiture, allons. Ça, justement parce que je ne reflète pas un voyou. Et il y a des moments où vous allez voir une dame qui se gare tout bonnement, d'accord, j'étais seul dans ma voiture, j'ai une compagnie, allons. Parce que tu es bien mis. Tu arriveras quelque part, on va te recevoir avant les autres parce qu'en fait, de seulement par ton habillement, on voit quelqu'un de bien, on voit quelqu'un de positif, tu passes. Bien que l'apparence soit trompeuse, monsieur Niem. Coach, pour revenir à vous, qu'est-ce qui peut expliquer cet engouement chez les adolescents d'avoir beaucoup de vues sur les célébrités, d'idolâtrer les célébrités? Ce qui arrive à cette jeune fille, c'est ce qui arrive à beaucoup de jeunes filles. Et c'est ce qui nous arrivait nous-mêmes quand on était jeunes filles. C'est ce qu'on appelle les complexes. Vous comprenez? Généralement, on a tendance à voir ce qui est mauvais sur nous et à voir ce qui est bien chez les autres. Ça fait que quand on voit quelqu'un qui est bien maquillé, qui reflète la joie de vivre, toujours en train de sourire, on se dit, oh, elle au moins, sa vie est très bien. Alors que moi, j'ai ci qui n'est pas bien, j'ai ça qui n'est pas bien. Et quelquefois, nous, les parents, on a grandi encore les complexes des enfants involontairement, sans le savoir. C'est juste une parenthèse. Donc c'est pour dire que lorsque l'enfant commence à ne pas s'aimer elle et à voir quelqu'un qui semble refléter la joie de vivre, mais c'est humain, tout le monde veut être bien, tout le monde veut avoir la joie de vivre. C'est normal qu'elle se rapproche de cette personne. Ça devient maintenant un rêve. Généralement, la jeune fille sait même que c'est un idéal. Souvent, elle sait même qu'elle ne va pas l'atteindre. Moi, quand j'avais 7 ans, j'avais aussi mes stars. Il y avait des stars que j'aimais. Et je vous assure, je me consolais. Quand on me grondait, on me tapait, je dis, laisse, quand je vais rencontrer ma star, non, elle au moins, elle va bien me traiter. Vous voyez un peu, c'était un rêve dans ma tête. C'est à cause de ça que je peux comprendre qu'une jeune fille a une star. Elle sait très bien qu'il y a peu de chances qu'elle se rencontre. Mais juste l'idée de penser que je suis l'amie de cette star, vraiment, elle se console des assiettes que vous avez dit qu'elle n'a pas bien lavées. Elle se console parce que vous dites qu'elle est trop désordonnée. En fait, c'est son rêve, c'est son rempart secret. Donc, de ce point de vue, on peut comprendre ça. Maintenant, il y a aussi autre chose qu'il faut comprendre chez la jeune fille ou chez tous ceux. L'enfant a besoin d'un repère. On a dit ça tout à l'heure. L'enfant a besoin d'un idéal. Mais la proximité avec le reste de la famille fait qu'elle voit vos défauts. Oh, la mère bavarde beaucoup. Oh, le père, lui, n'est jamais là. Oh, ses frères sont toujours en train de critiquer. Alors que l'autre, du fait qu'elle soit loin, elle idéalise. Elle est toujours bien habillée, elle est toujours en train de sourire, ainsi de suite. Bon, évidemment, elle ne sait pas que c'est un rôle qu'il joue. Elle est juste au travail. Elle n'est pas comme ça tous les jours. Ça, elle ne le sait pas. Donc, elle pense que l'autre est tellement bien que il vaut mieux que je m'identifie et que j'essaye de devenir comme cette personne, justement, pour être bien et être coupé de tous les tracas du quotidien. Coach, comment l'encadrer? La première des choses, c'est qu'il faut parler avec votre enfant. Parler avec l'enfant pour lui expliquer que, pas pour détruire le mythe des stars, je vous en prie, c'est pas pour détruire le mythe des stars, parce qu'à la fin, on va voir que ça a aussi un bon côté. Ça amène l'enfant à se lever, vous comprenez? Même si elle ne va jamais atteindre le niveau de la star, le fait de vouloir être comme une star fait qu'au moins elle va se lever. Donc on ne détruit pas le mythe des stars. Mais dites-lui la réalité, s'il vous plaît. Les stars, en français, star, c'est brillant, c'est l'étoile, non? Star, c'est une étoile. C'est quelque chose qui brille. Or, les jeunes sont sensibles à ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. Donc, c'est tout à fait normal. Mais expliquez à l'enfant que là où vous la voyez là, comme elle est star là, en fait, elle est au travail. Elle est en train de faire son travail. Après, elle rentre à la maison, elle devient comme vous et moi.
Elle-même, quand la mère va au travail le matin, elle se maquille bien, elle met son rouge à lèvres, elle sort. Mais quand elle revient à la maison, elle porte maintenant le cabas et puis elle entre dans son quotidien. C'est pareil pour ces stars. Donc vous n'allez pas penser que comme elle est là, c'est comme ça qu'elle est tous les jours. Ce n'est pas vrai. Maintenant, la deuxième des choses que vous allez faire avec votre enfant, c'est de lui donner de petits challenges. Si tu me ramènes 13 de moyenne, je t'achète, je sais pas, quelque chose qui va lui rappeler la star. Du moment où elle veut donc être comme la star, du moment où elle veut avoir l'objet avec lequel elle va aller se vanter à l'école, elle va vous amener 13 de moyenne. Le bon côté de la chose, c'est que pour avoir 13 de moyenne, ça demande un niveau de concentration qui va la déconnecter d'abord de la star. Donc, au moins, ça vous aurez gagné. La dernière chose que je vais proposer, c'est proposer-lui d'autres choses, vous comprenez? Elle s'est fixée sur la star là parce que, en fait, elle surfait. Elle faisait rien. Et puis elle est tombée sur la star et puis ça a capté son regard, elle est restée là-bas. Proposez-lui d'autres choses, sortez, allez voir d'autres personnes. Bref, proposez-lui des choses. Je pense qu'avant 17-18 ans, elle aura d'autres, entre guillemets, stars et elle va se détacher de celle-là. Monsieur Nyem, comment accompagner cet enfant? Oui, je pense que madame a tout dit. Il faut causer avec cet enfant. Il faut l'accompagner dans son processus. Ce qu'il ne faut pas faire tout de suite, c'est de créer une rupture. C'est-à-dire venir lui dire que je ne veux plus voir ces photos sur tes cahiers, je ne veux plus t'entendre parler. Non. Acceptez d'abord que ma fille a un modèle. Chacun de nous en a un. Sinon, tu vas t'élever comment? Mon vœu tout de suite, c'est que le monsieur là, je veux être mieux que lui. Alors, pour arriver à son niveau, qu'est-ce que je dois faire? Gars, c'est un gars qui a une licence, un master 2. Donc la première des choses, c'est qu'il me faut d'abord un master 2. D'abord. Alors, le jour que j'ai la chance, si Dieu voulant, d'avoir la personne en face, je n'aurai pas honte de lui dire que tu es mon modèle. Mais dans ce tu es mon modèle là, je vais me vanter en lui disant, écoute, je suis déjà docteur comme toi. Je veux progresser. Donc, il faut accompagner l'enfant dans son processus. Et comme madame le disait tout à l'heure, la nature a horreur du vide. L'enfant s'est retrouvé en train d'idolâtrer cette star, justement parce qu'elle n'avait rien d'autre en vue. Proposez-lui autre chose qui occupe ce temps. Qu'elle passe à voir les photos de cette star. Proposez-lui même peut-être une autre star. Et du coup, quand ça va faire dans sa tête, elle va oublier. Et comme madame le disait tout de suite, mais attention, ne proposez jamais à votre enfant ce que vous ne pouvez pas lui donner. Erreur. Donc, en lui disant tout de suite, écoute, si tu me ramènes 14 de moyenne, je vais t'acheter un roman où elle est à la une. Ok, elle va se mettre au travail. Et dès qu'elle aura ses 14 de moyenne, la première des choses, va chercher le roman, donne-lui. Si tu ne lui donnes pas, tu as créé une rupture totale. Je dis bien une rupture totale. Donc, accompagnez l'enfant dans le processus. À partir de là même, vous pouvez déjà découvrir quel est le potentiel de votre enfant. Ça peut être un sujet de dialogue. Et maintenant, j'aimerais bien que vous le sachiez, chers parents. Sachez que désormais, quand votre fille est fâchée, faites-lui penser à cette star. De nouveau, vous allez discuter très bonnement. J'ai quelqu'un que j'ai beaucoup connu dans ma vie. C'est la mère de mon premier fils. Même si tu l'avais donné le coup de poing, dès qu'elle entendait Samy Diko chanter, Coach, et pour accompagner les parents, vous avez toute une plateforme parce que les parents en ont besoin. Ils doivent être outillés pour transmettre également à leurs enfants. Ouais. C'est la masterclass en quelques secondes pour sortir. Oui, en fait, c'est une structure qui accompagne les parents dans la gestion et l'éducation des enfants parce que c'est le rôle des parents. On l'a assez dit ici. Et quelquefois, les parents ne sont pas assez outillés. Ils ont la faiblesse d'éduquer leurs enfants avec les méthodes qu'eux-mêmes avaient et qui ne marchent plus. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous accompagnons les parents. Nous coachons les parents, nous les outillons et tous les mois nous avons des formations spéciales. Donc cette fois-ci ce sera du 23 au 25 avril en ligne. Il y a une masterclass. Les masterclass c'est des classes d'adultes et le thème de cette masterclass ce sera inspirer mes enfants. Donc dans cette masterclass on va montrer aux parents comment ils peuvent devenir
inspirant pour leurs enfants, justement pour qu'ils ne s'enfoncent plus dans les contre-valeurs, la sexualité et tout ça. C'est sur les parents que nous allons travailler, c'est sur eux que nous voulons travailler pour qu'ils soient les stars de leurs enfants, pour qu'ils arrachent un wow à leurs enfants, qui veulent être comme eux. Et avec ça, nous pensons que les enfants vont s'élever et se détacher des contre-valeurs. C'est du 23 au 25 avril 2021. C'est une formation en ligne. Et c'est sur ce que nous allons refermer cette édition. Monsieur Nyem, merci d'être passé sur notre plateau. C'est plutôt nous, personnellement, moi, qui vous remercie de m'avoir invité parce qu'en fait, je vous ai toujours dit, quand il faut parler des enfants, quand il faut parler du Cameroun, je me sentirai toujours disponible, honoré et tout ce qui va avec. Merci encore, coach, pour votre contribution. Merci. Au nom de la grande équipe qui s'est mobilisée, on avait McDonald Tombo à la réalisation, Nicolas Olomocha, il était à la console audio, Cyril Nanchon, il a assuré la post-production de tous les éléments diffusés dans ce numéro, Stéphane Tchéchoua, il était à la caméra. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et vous prendrez ainsi mieux soin de vos enfants. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.